Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des données que vous utilisez pour vos algos de trading. Beaucoup d'entre vous travaillent avec des unités de temps classiques comme le M5, le 1 heure ou encore le daily. C'est une méthode répandue, facile à mettre en place, mais qui est loin d'être optimale. Quand le marché est calme, on se retrouve avec une montagne de bruit, et quand le marché commence à bouger, ces mêmes données vont manquer de réactivité et de précision. On obtient finalement beaucoup de bruit et on passe à côté des vrais signaux. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une approche différente que j'utilise, qui permet de s'adapter à l'activité du marché. C'est une méthode qui ralentit lors des phases calmes pour éliminer le bruit et qui va accélérer dès que le marché commence à se réveiller pour ne rien louper. Je vous partagerai tout le code pour que vous puissiez l'intégrer directement dans vos propres stratégies. Allez, c'est parti. On va commencer à parler des time bars. Ça va être ce dont on vient de parler dans l'intro, le H1, le M1, le daily, le weekly, tout ce que vous voulez. Toutes les barres qui vont être échantillonné en fonction du temps. Donc par exemple en bleu on a la courbe de prix et à intervalle constant, par exemple 1 heure, on va échantillonner la donnée et créer un chandelier japonais par exemple. Donc ici, hop, à ce moment-là, on va récupérer le plus haut, le plus bas, l'ouverture, la clôture et on va créer une bougie. Donc on va faire ça à intervalle constant. Le problème avec cette méthode, c'est que si on est sur du M1, du M5 pour avoir une forte réactivité ou des stratégies plutôt de court terme ou être très réactif dans les mouvements de breakout par exemple, en fait dans des phases de range comme ici, on va avoir énormément de données qui servent à rien et ça va être du bruit, mais on va avoir une certaine réactivité dans les moments où on va vouloir prendre action comme des breakouts. Et on va dire que c'est une sorte de suréchantillonnage, on aura trop de données par rapport aux rares moments où on a besoin de cette réactivité. Et à l'inverse, par exemple sur du daily, on va pas avoir de suréchantillonnage dans les phases de range, mais dès qu'on va avoir un breakout par exemple, en fait peut-être qu'on va avoir juste la fin et on aura loupé tout le mouvement. Donc on va avoir plutôt une sorte de sous-échantillonnage où il va nous manquer des données, on aura moins de bruit, mais on va manquer de réactivité et de précision. Donc pour pallier à ce problème, on va utiliser les dollars bars, c'est-à-dire qu'en fait on va échantillonner non pas en fonction du temps, mais en fonction du nombre de dollars qui est échangé. Donc par exemple, tous les 10 millions de dollars, on va échantillonner le prix. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, justement dans des phases de range où il n'y a pas de volume, il ne se passe pas grand chose, de pas trop échantillonner, et dans des breakouts ou des phases critiques où il va y avoir beaucoup de monde qui va intervenir, et c'est souvent là que sont les signaux, d'avoir une réactivité proche du M1 par exemple, pour vraiment capturer ce mouvement, mais en éliminant le bruit dans les phases où il n'y a pas forcément d'action à prendre. Donc là, on va avoir le même principe, sauf qu'au lieu que ça soit toutes les 1 minute ou les 1 heure, ça va être tous les 10 millions, et même principe, on va échantillonner notre bougie. Donc ici, par exemple, on prend le plus haut, le plus bas, l'ouverture, la clôture, pour créer cette bougie. Donc les dollars bars, normalement, on les fait à partir des données tick, c'est-à-dire chaque trade qui est passé sur une plateforme, par exemple, où on va prendre le prix et le montant qui est passé sur Bitcoin par exemple, ou ça doit être l'Ether peut-être. Et on va utiliser ce montant en dollars pour créer nos dollars bars. Le problème avec ça, c'est que les tick data, vous vous en doutez, si on prend tous les trades sur des plateformes comme Binance, déjà les données historiques sont payantes, donc pas tout le monde peut l'appliquer, et ça va vous demander de traiter des gros montants de données. C'est pas quelque chose que je conseille pour commencer. Moi, je vais vous montrer une version simplifiée en utilisant le M1 qui est disponible sur Binance et gratuitement. J'ai aussi une vidéo si vous voulez récupérer ces données historiques gratuites. Et je vous la mettrai en description. Et voilà, au moins tout le monde pourra utiliser cette méthode. Ça sera pas parfait, mais ça sera le plus proche possible de ce qu'on pourrait faire avec les données tick data. Allez, on est parti sur le code maintenant. Vous pouvez installer les librairies qui vont servir pour ce notebook. Vous aurez le code en description de la vidéo sur GitHub. Donc là, on va importer nos librairies. On va créer nos dollars bars. On va utiliser le M1. Pour ça, j'ai un fichier. Donc là, c'est avec les données Solana en M1. Donc on peut voir ici. J'ai simplement enlevé les données sur la liquidité, le nombre de trades, etc. Ça, on s'en fout. Et on aura dollar volume. Bon, si vous n'avez pas cette colonne, si vous utilisez les données d'un autre exchange, vous pouvez juste faire le prix moyen de la bougie fois le volume, et vous aurez un à peu près du volume en dollars. Donc nous voilà venus au moment de créer nos fameuses dollars bars.
Donc l'entrée, ça va être nos données M1 avec une colonne où en fait on aura le threshold, ça va être les 10 millions de dollars qu'on avait dans l'exemple précédent. Tous les combien de dollars on va échantillonner une bougie. Donc là on va initialiser notre liste de dollars bar, le cumul en dollars qu'on va incrémenter au fil des barres M1 pour venir échantillonner dès qu'on va dépasser un certain seuil. Ici on va venir balayer chaque ligne de notre data frame en M1. On va regarder donc si le cumul est égal à 0, donc c'est ou que c'est la première bougie ou qu'on vient d'échantillonner une bougie. Donc si c'est le cas, on va venir réinitialiser la barre en cours de construction. Une fois que c'est fait, on va venir cumuler le volume en dollars qu'on a. On va initialiser donc le high, ça va être la plus grande valeur de la barre actuelle ou de la nouvelle valeur qu'on vient de mettre. Égale la même chose pour le précédent. Le volume, on va venir accumuler le volume dans l'asset et le volume en dollars. Et ensuite, on va vérifier, une fois qu'on a accumulé ce montant, est-ce qu'il dépasse notre seuil d'échantillonnage. Si oui ou non, on continue notre boucle à accumuler du volume en dollars, à récupérer le maximum, le minimum, etc. Et si on vient dépasser notre seuil, par exemple 10 millions de dollars, on va clôturer la barre. Donc on prend la valeur de clôture actuelle, donc la dernière bougie M1 qui sera dedans, et l'index de la dernière bougie. Et on va l'ajouter à notre liste de $bar. Donc avec cette fonction très simple au final, on va venir balayer toutes nos bougies M1, les accumuler tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil en dollars, et une fois qu'on a un seuil, on échantillonne une $bar et on la met dans la liste, et à la fin de cette fonction, on va retourner un data frame qui est avec l'ensemble de la liste de $bar. Donc là, j'ai pris un seuil, je pense qu'on doit être à 100 millions de dollars, et on va donc créer nos $bar. Là, j'ai donné le nom de la colonne où il y a le seuil pour échantillonner. Et donc, on voit qu'en sortie, on a nos $bar. On voit qu'on a un temps de clôture qui n'est pas du tout constant. Donc, c'est vraiment la chose typique qu'on va rechercher, on n'aura plus notre M1. Et si on l'affiche, on va s'apercevoir qu'on retrouve le phénomène qu'on a vu au début de la vidéo. Donc dans une phase de range par exemple, très peu d'échantillonnage, les barres sont assez espacées, et dès qu'on commence à avoir des phases de breakout, ou que ce soit des fortes phases de baisse, mais du moment où il y aura du volume et beaucoup d'intervenants, des acteurs de marché, on va retrouver notre échantillonnage qui augmente fortement pour capturer ces moments, et ne pas capturer cette phase de range par exemple. Donc on peut s'amuser à mesurer l'intervalle entre chaque $bar, donc sur l'ensemble de la période, là je crois qu'on est sur 6 mois dans ce notebook. Si on regarde l'intervalle, donc là on est en minutes, on va voir le minimum, on va retrouver des barres qui se suivent à 1 minute de différence, donc avec une très forte réactivité, et certaines barres qui sont espacées finalement de 5 heures, quand il ne se passe pas grand chose. Et le mode qui est on va dire la valeur la plus fréquente dans l'intervalle qui est du 20 minutes. Donc on pourrait dire que c'est un équivalent de M20, mais qui permet de s'adapter à du M1 dès que ça bouge fort, ou à du H5 dès qu'il se passe plus grand chose. Donc ça c'était pour bien comprendre le concept. Maintenant il va falloir qu'on définisse un seuil dynamique. Parce que là j'ai mis 100 millions de dollars, mais le volume qui s'échange sur un actif, entre les phases de bull run, de bear market ou de range, ça varie fortement, et surtout si vous avez des portefeuilles ou des stratégies avec d'autres actifs, le volume sur Bitcoin il sera pas du tout le même qu'une crypto du top 100. Donc il va falloir que ça soit normalisé par rapport à l'asset lui-même. Pour ça, on va définir le seuil non plus en une valeur fixe, mais en une somme sur une fenêtre glissante. Donc là par exemple, on va faire la somme du volume en dollars sur 1500 par exemple, donc ça fait presque une journée en M1, et on va prendre une fraction, donc 2,5% par exemple. Donc si on l'affiche, on va voir la ligne bleue pointillée, c'était l'exemple que j'ai pris auparavant qui était fixe, et là on a maintenant le seuil qui lui est dynamique et s'adapte à l'activité du marché pour augmenter avec le volume, pour pas qu'on se retrouve à suréchantillonner complètement, et à l'inverse, pour pas qu'on sous-échantillonne dans les phases plus calmes. Donc maintenant on va créer les $bar avec ce seuil dynamique pour voir si on retrouve les mêmes résultats qu'avant. Donc voilà le résultat, on voit qu'on a quand même plus de barres, mais on retrouve toujours ce phénomène de suréchantillonnage dans les phases d'action où il se passe quelque chose, où on a envie de prendre des positions, et avec moins d'échantillonnage dans les phases calmes.
Et là, au passage, on verra que le volume en dollars n'est plus fixe. On retrouve le phénomène d'échantillonnage plus rapide, mais il n'est plus fixe comme on avait dans l'exemple précédent, où voilà, on avait toujours à peu près nos 100 millions. Maintenant, si on regarde l'intervalle, pareil que tout à l'heure, le minimum, on doit avoir 1 minute, et en max intervalle entre les barres, on va avoir 2h45, et un équivalent M20, M21. Donc on est assez proche. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'à la base, on avait 263 000 barres, et que maintenant, on n'en a plus que 7000, donc ça fait une compression à peu près de 97%, sans perdre la réactivité du M1. C'est ça qui est vraiment important. Et au moins vous avez de données, au plus simple ça va être après de traiter avec que ce soit des stats ou des modèles de machine learning ou autre, d'avoir vraiment des données où il y a de l'information et ne pas donner une montagne de données où finalement à l'intérieur il n'y a pas grand chose, quoi. Donc la conclusion numéro 1, ça va être que l'échantillonnage des $bars s'adapte bien à l'activité du marché, c'est ce qu'on a vu sur les graphiques, et ça nous permet aussi de finalement compresser la donnée sans perdre les informations et surtout en éliminant le bruit. Donc maintenant qu'on a vu ça graphiquement, on va pousser un petit peu plus loin. Je vous rassure, il y a un petit peu de statistiques, même pas des maths, hein, c'est pas très compliqué, il y a plein de graphiques, mais c'est important si vous voulez pousser le sujet un peu plus loin. On va regarder donc comment on va évaluer que les $bars finalement sont meilleurs entre guillemets que les time bars. Donc la méthode d'évaluation que j'ai choisie, c'est l'analyse des log return, ça va être la différence entre le prix, on va le voir juste après, et on va analyser la normalité des distributions des $bars et des time bars. Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Les log return, ça nous permet de comparer les variations de prix en normalisant entre les différents actifs. La distribution proche de la normale, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire très concrètement qu'on va avoir moins de valeurs extrêmes et moins de valeurs à zéro. En gros, moins de bruit, pour faire simple. Ça va grandement améliorer les perfs de nos modèles statistiques ou mathématiques et permettre une meilleure gestion des risques parce qu'on aura moins d'extrêmes vu qu'on va échantillonner rapidement dans les phases avec beaucoup de volume. Donc notre hypothèse, ça va être que les $bars ont une meilleure distribution plus proche de la normale que les time bars classiques. Donc j'ai parlé de log return qui sont les rendements logarithmiques. Très simplement, ça va permettre de remplacer le pourcentage, de se dire, je sais pas, entre hier et aujourd'hui, il y a eu 5%, ou entre la minute 5 et 6, il y a eu 10%. Donc on va choisir le logarithme, le prix actuel divisé par le prix précédent, c'est tout simple. Là, je vous ai mis un exemple facile, et on verra qu'un rendement simple, donc en pourcentage, entre les deux valeurs, là on est à 5%, et que le rendement logarithmique, lui, est à 4,88%. Le rendement, la différence est très faible sur cet exemple, mais ça permet surtout de limiter les valeurs extrêmes qu'on peut retrouver, surtout dans les cryptos, entre les différents échantillons. Donc pour les calculer, on va utiliser la fonction numpy log, tout simplement, avec la valeur actuelle divisée par la valeur avec shift de 1, donc celle qui est juste avant. Donc là, en prenant les $bars dynamiques, c'est les dernières qu'on a créées ici. Là, on va calculer le logarithme des barres 1 minute qu'on avait au tout début de la vidéo. Et pour avoir un équivalent un peu plus proche de la réalité, j'ai créé des barres en 21 minutes, qui était l'équivalent des $bars dynamiques. Et on va pouvoir comparer tout ça. Donc ça, c'est pour vous donner une vue rapide de ce que sont les rendements logarithmiques pour les $bars et les barres 1 minute, pardon. Et là, on voit déjà un peu que sur les barres 1 minute, on a quand même beaucoup plus de valeurs extrêmes, d'outliers, que le rendement des $bars qui sont encore un peu plus centrés. Voilà. Mais bon, c'est pas en affichant en fonction du temps qu'on verra grand chose là-dessus. Et maintenant, on va afficher la distribution. Donc la distribution, on a en rose magenta donc les barres 1 minute, en vert les barres 21 minutes, et les $bars finalement en cyan en bas, et en pointillé une distribution qui serait dite entre guillemets parfaite. Donc d'après ce graphique, on peut voir que les pires barres entre guillemets ça serait les 1 minute, où il y a énormément de valeurs finalement qui sont à zéro, la plupart du temps il se passe rien, ce qui est la nature des marchés, et avoir des valeurs extrêmes de temps en temps. Pour les 21 minutes, pareil, la plupart du temps il se passe rien, mais quand même moins que les 21 minutes, et on va avoir nos $bars qui, elles, vont être
plus normal que finalement les autres types de barres, où on aura moins de valeurs à 0 et plutôt des valeurs où il se passe quelque chose, où il y a de l'information. Et pour finir, donc on a deux mesures statistiques qui s'appellent le kurtosis et le skewness. Le kurtosis, ça va être l'aplatissement finalement là, de notre courbe. Donc pour une distribution parfaite, ça serait 0. Et skewness qui serait l'asymétrie, est-ce qu'on est centré sur 0 ou sur 0,02 par exemple, qui serait à 0 aussi. Donc là, on va le calculer pour nos 3 barres. Donc on voit que pour les minutes, on a 50 au lieu de 0 et 0,17 au lieu de 0. Là, on est déjà un peu mieux sur les 21 minutes. Et les dollars bars, on ne pourra pas jamais être parfait dans la finance, mais on est au plus proche d'une distribution parfaite. Donc en conclusion, les dollars bars ont une distribution qui est la plus proche de la normale que les time bars classiques. Elles capturent mieux les variations de prix et elles permettent de s'adapter aux conditions de marché comme on l'a vu au début de la vidéo. Donc voilà, on a couvert la comparaison des dollars bars et des time bars avec une approche graphique et une approche plutôt statistique. J'espère que ça vous a apporté. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas aux commentaires dans la vidéo. Et pour finir, je vous ai mis en référence que le docteur Lopez de Prado, c'est la personne qui a, dans cet article, créé ce concept, aussi dans ses livres. Je vous invite à regarder ses travaux, ils sont très intéressants. Des fois, c'est un peu trop académique ou trop poussé, mais il y a quand même des choses assez intéressantes à en tirer. Donc, je vous invite à regarder ses travaux. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous et à bientôt.